On va passer au facteur immunologique avec Madame Berton de la clinique Ginemed. C'est la dernière partie de cette première conférence qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Voilà, je lui donne la parole et on lance la présentation. Donc en attendant que la présentation se lance, je me présente. Donc je suis coordinatrice médicale, donc je fais le lien entre les médecins et les patients français qui viennent chez Ginemed. Donc l'objectif des facteurs immunologiques et de l'unité de défaut d'implantation et de fausses couches à répétition par laquelle on étudie notamment le facteur immunologique, c'est justement de trouver des réponses qui sont passées par des protocoles habituels qui sont même allés des fois jusqu'au don d'ovocytes et pour lesquels on se retrouve malgré tout avec soit des défauts d'implantation, soit des fausses couches qui se répètent. Et il y a une nouvelle discipline qui existe depuis longtemps mais qui est en pleine mouvance et au cœur des recherches actuelles qui permet des fois de trouver certaines réponses. Donc on va voir comment le facteur immunologique peut influer sur l'implantation embryonnaire. Donc avant tout, il est important de poser le contexte. Quand une patiente arrive après donc un parcours long souvent et compliqué, il faut voir dans son ensemble les facteurs qui peuvent avoir joué un rôle. Donc d'une part, bien sûr, la qualité embryonnaire. On considère qu'une patiente est en échec d'implantation quand on a été en présence d'embryons de qualité suffisamment bonne pour pouvoir considérer qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Donc la qualité embryonnaire elle-même dépend d'autres facteurs qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Ensuite, un facteur très important, c'est la réceptivité endométriale. Donc dans ce facteur, l'un des facteurs très importants à nos yeux est le facteur immunologique, même si il est lié à la préparation de l'endomètre, au timing de la fenêtre d'implantation, que l'on voit notamment avec le test en France qui s'appelle le Matrice Lab, les facteurs anatomiques, endocrinologiques, les problèmes de thrombophilie, etc. Et enfin, la dernière partie qui influe, c'est au niveau du transfert, les techniques de laboratoire, le matériel médical, comment on va supporter la phase lutéale. L'implantation embryonnaire, donc, elle va, comme vous savez, on voit là le développement de l'embryon. Il va dans un premier temps adhérer à l'endomètre pour ensuite y pénétrer et l'envahir. Le système immunitaire, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous présenter ça de manière très simple. On peut dire que le système immunitaire est un petit peu comme la police de l'endomètre, qui va demander un passeport et qui va dire « Bon, toi, je te connais, tu as le droit de passer. » Toi, c'est la première fois que je te vois, je sais pas trop. Cette fois, non, on verra éventuellement. Donc, en fait, il va y avoir un espèce de ménage pour présenter les choses très simples qui va se faire au niveau de l'endomètre, avec aussi bien au niveau des agressions, puisque le système immunitaire répond aussi bien au niveau des agressions extérieures que au niveau interne, avec notamment les impuretés cellulaires, le processus d'apoptose. Les concepts de base généraux, donc je vais passer très vite là-dessus parce qu'on m'a demandé d'être très brève, mais ce qui est important de savoir, c'est les cellules natural killer font partie de la partie d'immunité innée. C'est la première partie de l'immunité pendant les premières heures. Il y a ensuite une autre immunité qui est adaptative, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Chose très importante, l'endomètre est un organe immunitaire. Donc, on voit là le trophoblaste sur la gauche dans la partie verte, qui est ce qui devient ensuite le placenta. Donc, et sur la partie gauche, on voit la partie de la mère. Et les natural killers, donc ce qu'il est important de savoir, c'est que ce sont dans la communication entre l'embryon et le système immunitaire, avec le système immunitaire inné, ça passe essentiellement par les cellules natural killer qui représentent 70% de ces cellules immunitaires que vous voyez sur ce schéma, le fonctionnement avec notamment les HLA. Alors l'embryon, il est génétiquement différent du système immunitaire de la mère. On n'est pas exactement dans le même système que dans une greffe, parce que ce ne sont pas les mêmes codages, puisqu'il n'y a que le HLA-C qui est commun entre l'adulte et le codage de l'embryon.
Ensuite, il y a des récepteurs KIR. Pour les présenter très rapidement, il y a des KIR B, des KIR A. Les KIR B, ce sont des facilitateurs qui vont favoriser l'implantation, et les KIR A, à l'inverse, vont empêcher l'implantation. Donc, ce qui est important par rapport à tout ça, c'est quoi? C'est de voir que dans certains cas, le problème peut se poser si le HLA-C, qui compte le plus et qui est celui du père, parce qu'il provient d'une allèle que la mère n'a pas. Donc elle se retrouve avec quelque chose qu'elle-même elle n'a pas, qui est comme un corps étranger. Donc le problème va survenir notamment, on voit sur la partie droite, c'est quand tout se passe bien. Donc il y a une combinaison, on voit entre des HLA-C qui permettent une bonne sécrétion et qui vont favoriser la transformation de l'artère spiralée, qui va permettre au trophoblaste, qui devient ensuite le placenta, de se développer correctement. En revanche, sur la partie gauche, on est sur la partie de l'encadré, dans un cas qui est rare, mais qui peut exister, où on a une combinaison qui peut causer problème et dans laquelle c'est très compliqué d'avoir une croissance embryonnaire. Donc on a par exemple une mère qui a un KIR AA, avec un fœtus qui a plus de HLA-C2 que la mère, et ce HLA-C2 provient majoritairement du père. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce type de contexte? D'une part, on a des problèmes d'implantation, on peut avoir des fausses couches à répétition, mais également des accouchements prématurés, des prééclampsies ou des retards de croissance. Donc une faible communication entre l'embryon et la mère se traduit par un manque de stimulus qui empêche la croissance du trophoblaste et de l'embryon. On voit donc sur les trois parties, que ce soit sur le schéma A ou B, le cas donc quand il n'y a pas de grossesse, au niveau de la spirale utérine, au milieu de la grossesse sur le second, et sur le troisième, quand il y a une insuffisance, donc que ça ne se développe pas comme il faudrait. Enfin, la fonction des natural killers permet le remodèlement des tissus, la croissance vasculaire et la prolifération des cellules. Donc l'endomètre, c'est un organe du corps qui est en permanente mutation. Et ensuite, donc, il va y avoir la production de facteurs de croissance. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est dans ce type de cas? J'ai présenté ça très rapidement du coup, mais en fonction de ce qu'on va observer sur l'histoire clinique de la patiente, on va faire certains examens qui vont permettre d'utiliser certains protocoles et de complémenter les protocoles avec soit des croissances avec des colonnes de granulocytes, soit des corticoïdes, soit des intralipides, soit des TNF-alpha, soit de l'immunoglobuline intraveineuse. Donc en conclusion, l'endomètre, comme on l'a déjà dit, est un organe immunitaire. Il a un rôle fondamental sur l'implantation de l'embryon. Et l'étude et le traitement du facteur immunologique est un autre aspect de la PMA qui doit être pris en compte par les spécialistes. Pourquoi? Parce qu'il permet de comprendre le processus global pour permettre de trouver des fois d'autres solutions, d'autres réponses. C'est des études et des traitements qui sont novateurs et qui sont donc basés sur l'observation et sur la mise en place de protocoles différents. En fait, on avance en éliminant par rapport concrètement, donc la présentation est terminée. Concrètement, donc comment ça se passe? Quand un patient arrive dans notre unité, on va revoir toute son histoire clinique. On va proposer des pistes qui n'ont peut-être pas été encore envisagées et on va essayer de proposer des protocoles nouveaux pour donner des réponses. Donc pour donner un cas très concret, après je m'arrêterai là, j'ai en tête le cas d'une patiente qui est justement de l'association Maya, qui est venue nous voir après une dizaine de fausses couches et d'échecs. Et donc pour cette patiente, on avait un vrai problème au niveau du développement de l'endomètre et elle est aujourd'hui maman de 2 petites filles. Qu'elle a eu grâce à une instillation d'intralipides par voie utérine. Donc c'est quelque chose qui habituellement se fait par voie sanguine et dans son cas en le faisant par voie utérine, ça a permis enfin de lui permettre d'être maman. Merci.